Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le groupe Alphabet, la maison mère de Google, qui va se couper en 20. L'annonce a été faite hier soir à l'occasion de la publication des résultats monstrueux, record d'Alphabet Google, après avoir vu l'action atteindre les $3000, l'action faciale, le prix nominal de l'action Google. Le management a décidé de diviser son cours de bourse par 20, ce qui ne changera rien évidemment à la capitalisation boursière d'Alphabet Google, mais qui permettra un accès plus facile, plus large sans doute à l'action Alphabet Google. Le split, donc la division par 20 de l'action, se fera le 15 juillet prochain. Alphabet Google qui a donc délivré un nouveau trimestre record, rappelons-le quand même, des résultats impressionnants. 75 milliards de chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre et 20 milliards de profits. On a vu une forte progression de l'action Alphabet dans les échanges hors marché hier soir après la clôture de Wall Street. L'ambiance est plutôt positive toujours sur les marchés européens en ce début de mois de février. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. À noter que l'inflation reste encore un élément de surprise en zone euro, plus que jamais, même peut-être avec une inflation globale estimée à 5,1% pour l'ensemble de la zone euro au mois de janvier. C'est un écart très important par rapport au consensus, aux attentes moyennes des économistes qui visaient plutôt un chiffre, alors sur un an, en recul à 4,4%. Non, le chiffre reste très très soutenu et surprend donc encore à la hausse avec un poids de l'énergie évidemment dominant. C'est un facteur très très important et des hausses des prix de l'énergie sur un an qui sont supérieurs à 25% désormais en zone euro. Nous évoquerons ce sujet de l'inflation avec nos invités à suivre dans cette édition de la mi-journée, que ce soit Samy Char, chef économiste de Lombardier, qui sera avec nous en visioconférence, ou encore Michael Nizar, le responsable de la gestion multi-asset d'Edmond Rothschild Asset Management, qui sera avec nous en plateau. Et puis parmi les chiffres macroéconomiques à suivre cette semaine, les chiffres de l'emploi américain, avec une première indication concernant les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de janvier. L'enquête ADP sera publiée en début d'après-midi avec un chiffre de création d'emplois privés attendu autour de 200 000 pour le mois de janvier. Et une séance de hausse à nouveau pour les indices européens. En attendant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, les infos clés du jour en cette mi-journée, c'est avec Alix Nguyen. La bourse de Paris évolue dans le vert à la mi-journée sous l'effet de plusieurs facteurs. Il y a d'une part les discours plus nuancés des représentants de la Fed quant à l'ampleur de la prochaine hausse des taux. Et puis on retrouve aussi en soutien de la tendance les solides résultats trimestriels publiés par Alphabet et AMD hier après clôture. James Bullard, le dernier des présidents d'antenne de la Fed à s'être exprimé, a déclaré qu'un relèvement d'un demi-point de pourcentage ne nous aiderait pas vraiment. Il s'est aussi prononcé en faveur d'une hausse des taux en mars et s'est dit en phase avec les anticipations du marché sur 5 hausses des taux cette année. Alphabet faisait donc part hier d'un bond de 32% de son chiffre d'affaires, supérieur aux attentes à 75,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, tiré par des revenus publicitaires records, et d'annoncer aussi une division par 20 du nominal de ses actions qui le rendra donc plus accessible. Le fabricant de semi-conducteurs AMD a quant à lui dévoilé des résultats trimestriels et des prévisions meilleurs que prévus. Ce soir, ce sera au tour de Meta de publier ses résultats trimestriels. À Paris, ST Microelectronics progresse, Capgemini aussi. Belle avancée pour Kering également. A contrario, Carrefour recule. Le dossier Auchan Carrefour marque une pause. Les états-majors des deux groupes ont annoncé le projet de fusion comme clos. La perspective de la présidentielle pousserait à attendre un contexte plus favorable. Sur le plan des statistiques, l'inflation bat un nouveau record en zone euro, toujours poussée par la flambée des prix de l'énergie. En janvier, sur un an, elle a continué d'accélérer à 5,1% contre 5% en décembre. Et puis, les tensions entre Moscou et Kiev restent une préoccupation majeure pour le marché. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a avancé hier que tous les éléments sont réunis en vue d'une intervention russe en Ukraine. Vladimir Poutine, pour sa part, l'a répété, il tient pour responsables les États-Unis et l'OTAN, des tensions qui vont crescendo autour de l'Ukraine. Il estime par ailleurs que de nouvelles discussions pourraient contribuer à les atténuer.
Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. C'est le chiffre marquant du jour, le chiffre d'inflation pour la zone euro au mois de janvier, la première estimation qui ressort à 5,1% sur un an pour l'inflation globale. Nous en parlons avec Samy Char qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de Lombardier. Salut Samy, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, le chiffre marque un peu les esprits parce que la marque du mois de décembre était à 5%. De 5% à 5,1%, on se dit finalement le monde n'a pas tant changé que ça. Sauf que les économistes, le consensus des économistes, comme on dit, attendait quand même une forme de décélération de l'inflation sur un an à 4,4%, ce qui crée quand même un écart important par rapport au consensus. Et donc, cet effet de surprise à la hausse. Et on voit d'ailleurs des surprises à la hausse pour beaucoup de pays en zone euro, évidemment. On a eu des chiffres pour la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, je crois également, Samy. Comment vous lisez déjà cette première marque d'inflation pour le mois de janvier? Et puis on en viendra évidemment aux conséquences pour la Banque Centrale Européenne qui se réunit demain. Oui, c'est effectivement une grosse surprise. Alors, elle a des explications techniques aussi. C'est vrai qu'en janvier, il y a un peu ces effets de base qui jouent. Il y a des nouvelles pondérations. Donc, certaines composantes sont repondérées dans les indices. Donc, il y a un peu ces effets techniques. Et c'est vrai que c'est quand même une marque qui met une certaine pression puisque, comme vous l'avez dit, Grégoire, on s'attendait quand même à une forme de décélération. Et donc, ça aurait peut-être pu amoindrir un petit peu les tensions autour de cette grande crainte dont on n'arrête pas de parler, qui est l'inflation. Et bien sûr, la publication vient un jour avant le rendez-vous de la BCE et donc ça les met dans une position un tout petit peu difficile. Il faut quand même retenir, et vous l'avez déjà beaucoup dit depuis le début de l'émission, que la moitié de cette inflation, c'est les prix de l'énergie et qu'effectivement, peut-être qu'on peut avoir un tout petit peu de confort sur le fait que les prix sous-jacents, donc lorsqu'on enlève les prix de l'énergie, sont quand même bien ancrés autour des 2%. On est à 2,3% en baisse des 2,6%. Et donc ça, c'est aussi un élément à garder en tête. La Banque Centrale Européenne ne contrôle pas les prix de l'énergie. Et donc il faut qu'elle reste concentrée sur ce qu'elle est capable et ce qu'elle est à même de contrôler. Si on regarde justement cette partie, ces forces structurelles de l'inflation qui sont en train de se construire en zone euro, Samy, ça veut dire qu'il faut regarder la tension sur le marché du travail. Donc du côté américain, je veux dire, la Fed est très avancée dans cette analyse et cette évaluation avec un marché du travail qui est très tendu aux États-Unis, mais on va commencer à regarder la situation de très près, j'imagine, en zone euro et du côté de la Banque Centrale Européenne également. Est-ce que le risque d'avoir une forte progression des salaires dans le sillage d'inflation, de chiffres d'inflation aussi marquants que celui qu'on vient de décrire, est-ce que ce risque-là n'a jamais été aussi important d'une certaine manière, Samy ? Oui, quelque part, c'est le risque à la hausse. Il y a aussi des éléments de confort. Hein. C'est vrai que ces tensions qui viennent des chaînes de valeur sont à même de se dissiper un petit peu. Les effets de base sur les prix de l'énergie sont à même à se dissiper. Mais le risque à la hausse, c'est le fait qu'on a un marché de l'emploi extrêmement favorable. Il faut d'abord le voir comme une bonne nouvelle. On va peut-être commencer à aller sous les 4% de chômage aux États-Unis. On est à 7% en zone euro. C'est le plus bas niveau de chômage depuis 20 ans. Et donc, effectivement, on va avoir les salaires qui vont rentrer en jeu. Sachez qu'aujourd'hui, quand même, les salaires ne contribuent que très peu à l'inflation européenne. Donc, encore une fois, c'est un décalage qu'on va voir. Aux États-Unis, c'est déjà un peu plus présent. Je crois que ça milite pour un niveau d'inflation qui devrait quelque part rester à des niveaux autour de 2%, 2,5%. Mais c'est déjà arrivé. Hein, aux États-Unis, on a souvent eu des salaires à 4, 4,5%, voire 5%, et on n'a jamais eu l'inflation à 5%. Donc encore une fois, toute cette partie qui vient des salaires peut légitimer une inflation de haut cycle, et dans les cycles précédents, c'était entre 2 et 3%. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, une inflation à 5%, c'est quand même tout à fait exceptionnel, et ça ne peut pas s'expliquer par le marché de l'emploi. Bon, du côté de la Banque Centrale Européenne, évidemment, alors c'est un meeting normal demain, il n'y a pas de nouvelles projections du staff économique de la Banque Centrale Européenne, mais forcément le discours sur l'inflation sera le point central pour les investisseurs. Je regardais les dernières projections faites par la BCE justement en décembre dernier sur l'horizon de prévision 2024. La BCE projette 1,8% d'inflation, ça c'était en décembre. Il manque pas grand-chose aujourd'hui, sans doute, Samy, pour que les conditions soient réunies à un moment pour envisager
un début de hausse de taux du côté de la Banque Centrale Européenne, Samy ? Oui, Grégoire, les conditions sont réunies. On a une croissance entre 4 et 5%, on a un taux de chômage à 7, comme on vient de le discuter, on a une inflation sous-jacente autour de 2. On y est, quoi. La grande question, c'est comment est-ce qu'on le fait ? Peut-être que ce qui manque, c'est qu'effectivement, on n'est pas complètement revenu en termes de croissance à la tendance d'avant-crise. Donc on peut se permettre d'être patient. Et la question, c'est que bien entendu, aujourd'hui, quand on regarde les conditions économiques de manière un peu globale, elles sont bonnes. On est dans un vrai dynamisme. Et donc, c'est normal, petit à petit, qu'on retire un petit peu le dosage médicamenteux, les politiques exceptionnelles. La question, c'est comment on le fait et avec quelle vitesse. Il y a bien sûr les achats d'actifs qu'il faut résorber, le PEPP qui court jusqu'en mars. Ensuite, il y a bien sûr un APP, donc un programme d'achat classique qui a été réévalué. Il va falloir ensuite le réduire. Et ensuite, on ouvre évidemment la voie à la hausse de taux quand on sera peut-être plus proche, quand la croissance sera plus proche d'avoir retrouvé sa tendance d'avant-crise. Mais on est dans un environnement où, évidemment, encore une fois, le patient économique n'a plus tellement besoin d'être médicamenté. Et donc, il faut commencer à normaliser. Mais ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu des conditions économiques favorables. L'idée, c'est d'être un petit peu patient. Personne ne doit être pressé de retrouver cette espèce de stagnation douce qu'on avait entre 2012 et 2018. Donc, prolongeons quelque part un peu le plaisir. Oui, il y a ces risques d'inflation, mais il y a aussi un boom économique et il faut prolonger cette réalité autant que possible. Bon, on suivra évidemment l'évolution, le discours de Christine Lagarde demain à l'issue de la réunion de la Banque Centrale Européenne. La BOE se réunit également demain et là, il y a une hausse de taux qui est très très probable après la première hausse de taux en décembre. Mais je voulais qu'on en vienne à la partie américaine, évidemment, Samy. Alors, très intéressant de voir la dispersion du consensus des stratégistes de Wall Street sur le chemin que pourrait prendre la normalisation de la politique monétaire américaine. Je compilais hier les différents pronostics. Ça va de 3 hausses de taux en 2022 pour les stratégistes de Barclays ou d'Allianz, par exemple, jusqu'à 7 hausses de taux automatiques, une à chaque meeting, par exemple, pour les stratèges de Bank of America, Merrill Lynch. Rien que cet écart, rien que le fait qu'on puisse discuter également de l'éventualité d'une hausse de taux de 50 points de base à un moment, je trouve que ça nous dit beaucoup de la confusion qui règne de ce côté-là, Samy. Comment est-ce que vous vous positionnez chez Lombard Odier par rapport à la normalisation signalée par la Fed? Alors on y voit un tout petit peu plus clair depuis hier parce qu'on a effectivement eu le service après-vente de certains gouverneurs régionaux de la Réserve fédérale américaine et on sent qu'on est plus autour de 4 ou 5 hausses de taux. Bullard, comme ça a été annoncé, est plutôt autour de 5, mais on a eu d'autres engagements quelque part, d'autres convictions, d'autres gouverneurs plutôt autour de 4 hausses. En tout cas, tous ceux qui ont parlé après Powell ont décliné cette idée de monter les taux de 50 points de base en mars, même Bullard. Donc on commence à y voir un tout petit peu plus clair. C'est clair qu'aujourd'hui, le positionnement de la Réserve fédérale américaine, c'est 4 ou 5 hausses, probablement plus 4 que 5. Pas de hausse de taux de 50 points de base en mars, mais définitivement un début des hausses de taux en mars avec 25 points de base. Et ensuite, tout dépend de l'inflation. Donc soit quelque part, pour avoir ces fameuses 6 ou 7 hausses de taux qui ne sont pas encore anticipées par le marché, il faut que l'inflation continue d'accélérer. Alors, ce n'est pas notre scénario, et mea culpa là-dessus. C'est sûr que comme beaucoup d'économistes, on voyait l'inflation quand même revenir plus bas, plus rapidement. Donc, c'est tout à fait possible de voir l'inflation continuer d'accélérer d'ici, mais ce n'est pas le scénario de base. Dans un environnement où l'inflation devrait retrouver des niveaux plus habituels et aussi la croissance pourrait ralentir, je crois que 4 hausses de taux, ça paraît être en tout cas le point raisonnable. Donc les 2 premières hausses de taux sont quasiment automatiques, mais après, encore une fois, ça va dépendre de l'inflation et si elle ne réaccélère pas, il n'y a pas de raison de voir 5 ou 6 hausses de taux. Donc on y voit un peu plus clair depuis hier, 4 hausses de taux comme scénario de base, pas de hausse de taux de 50 points de base en mars, mais définitivement une hausse de 25 points de base. Merci beaucoup Samy pour cette clarté dans l'analyse avec des politiques monétaires qui sont au centre du jeu toujours pour les investisseurs en ce début d'année 2022. Samy Shark est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de Lombard Odier. Poursuivons cette discussion sur l'inflation et les marchés avec Michael Nizar à mes côtés en plateau, je le rappelle, le directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Michael. Bonjour Grégoire. Très intéressant parce que
vous m'avez incité à prendre le sujet de l'inflation sous l'angle psychologique. Et on voit bien la discussion qu'on a eue avec Samy après 30 ans marqués par une désinflation continue, par l'idée qu'on avait tué définitivement l'inflation quelque part dans nos économies développées, 30 ans qu'on déplorait même pour certains une inflation sous-optimale. Tout a changé. Exactement. C'est une bonne entrée en matière parce qu'effectivement, quand on voit le mois de janvier qui est le pire mois sur le marché américain depuis que effectivement le marché américain, il y a une bourse sur les États-Unis. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi j'y vois dans cette baisse brutale des marchés américains notamment des biais plutôt comportementaux en fait. Et j'y vois aussi un parallèle entre la période du Covid qu'on a vécu l'année dernière, il y a 2 ans, et puis cette résurgence des tensions inflationnistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de conscience vraiment retardée dans les 2 cas de ce risque-là. Et en fait, quand on regarde précisément, il y a différents biais comportementaux, mais dont 2. Le premier, c'est le biais d'excès de confiance, avec finalement une surestimation de cette précision qu'on peut avoir sur des données en fait qui n'ont dans l'histoire pas été vues. C'était le cas pour le Covid, c'est le cas pour l'inflation. Donc en fait, on a bien vu en fait que l'erreur aujourd'hui de prévision, elle est massive, elle est générale. Et en fait, il n'y a aucun modèle d'inflation qui a permis de pouvoir préfigurer finalement ce qu'on est en train de voir. Et on l'a bien vu avec les banques centrales qui ont tardé aussi pour reconnaître cette tension assez forte. La volatilité économique, quand on regarde les indices de surprise économique ou les indices de surprise de l'inflation, la volatilité économique a été bien plus importante en 2021 que la volatilité des marchés. Tout à fait. Voilà. C'est ce qui est une situation complètement inverse par rapport, par exemple, à la crise financière de 2008. Là, il y avait une énorme volatilité de marché, mais au final, une volatilité économique moins importante. Et exactement. Et d'ailleurs, dans le futur, on risque d'avoir une volatilité liée aux surprises d'inflation beaucoup plus forte que celle qu'on a eue dans les années passées sur la volatilité liée à la surprise économique. Pour revenir sur les biais comportementaux, et notamment avec le parallèle sur le Covid, il y a un deuxième biais, c'est le biais de modèle mental. On a tendance généralement à relativiser, à regarder dans le passé pour expliquer le présent. Et alors ça a été le cas pour le Covid, on regardait en France notamment le nombre de piqûres qui avaient été achetées de trop par Madame Roselyne Bachelot, et effectivement, ça a amené effectivement à sous-estimer peut-être ce risque. Et donc sur l'inflation, je pense que c'est un peu le même cas, c'est-à-dire qu'on a tendance à regarder les 30 dernières années derrière nous, où en fait on a eu 30 années de grande modération. Ça a commencé justement avec M. Volcker, président de la Fédérale Réserve, qui a effectivement donné un nouvel élan finalement avec une désinflation, voire même des fois des périodes de déflation assez fortes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tous les processus de réflation qu'on a connus dans les années passées, notamment avec Trump, son élection en novembre 2016, ça avait duré quelques temps. Aujourd'hui, on a tendance à estimer que finalement, cette inflation, à un moment donné, va rebaisser comme elle l'a fait dans le passé. Et en fait, on est effectivement dans une erreur au niveau du consensus. Alors nous, c'est vrai qu'on a eu tendance à se protéger contre ce risque-là à partir du milieu de l'année dernière, avec des protections liées au point mort inflation, cette inflation anticipée qui a eu tendance à monter. Mais clairement, le sujet, c'est celui-là. Et donc, en termes vu de l'allocataire, on décompose finalement ce problème lié à l'inflation en 2 temps, sur le court terme et sur le moyen terme. Sur le court terme, on a plutôt tendance à expliquer finalement cette inflation avec une grande partie, en tout cas 2/3, liés finalement à des perturbations liées au monde d'après-Covid. Et en fait, quand on explique finalement avec 2 éléments essentiels, on a d'abord, c'est un phénomène macroéconomique, mais qui résulte d'une multiplicité finalement de chocs microéconomiques. On l'a vu avec les tensions sur le marché du travail, on l'a vu avec les perturbations dans les échanges commerciaux, et notamment avec le gel de l'activité dans certains ports, comme Los Angeles. Et puis il y a une deuxième explication, c'est qu'en fait, on a eu, en tout cas derrière nous, une surconsommation qui a été alimentée par des politiques budgétaires vraiment expansionnistes en fait. Et donc cette demande excédentaire, elle peut aussi expliquer cette inflation qui a été vraiment assez surprenante. On est à 7% sur l'inflation globale aux États-Unis. On est bien au-dessus de ce qu'il y avait comme prévision, notamment la Fédérale Réserve. Et donc pour nous, il nous semble qu'à court terme, on a plutôt devant nous une modération, en tout cas des signes peut-être d'inflexion. En tout cas, c'est notre conviction à la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre.
Parce qu'effectivement, on aura un rythme de croissance qui sera plus faible. Quand on voit les consommateurs, à un moment donné, ils prennent acte de ces chiffres d'inflation qui sont forts, ça peut freiner un petit peu la demande. Et puis, on a une Fédérale Réserve qui est vraiment très crédible encore dans son message, et elle veut surtout limiter le risque de désancrage de l'inflation. Et on l'a vu, les inflations anticipées ont tendance à baisser. Ouais. On est passé de 2,8 à 2,4, mais en tout cas, il n'y a pas de dérapage parce qu'elle est là, effectivement, avec un programme de remontée de taux assez important. Ouais. Non, mais ça veut dire quelque part qu'il y a quand même l'idée, au moins à court terme, que cette inflation, une bonne partie de cette inflation reste transitoire. Même si on n'a plus le droit d'utiliser ce mot, il y a une partie cyclique, pandémique de l'inflation qui va naturellement s'effacer au cours de cette année 2022. La question est de savoir que représente cette partie et que représente la partie structurelle, hein, bien sûr. Mais... Exactement. Et au-delà de cette question duale, est-ce transitoire, est-ce permanent, pour nous, en termes d'allocation, ce qui est vraiment important, il y a 3 questions fortes. C'est de savoir si l'inflation aujourd'hui, c'est un phénomène qui est local ou global. On pense aujourd'hui que c'est plutôt global. Deuxièmement, est-ce que la décennie à venir, c'est une décennie qui sera marquée par un super cycle de la hausse des matières premières ? On le voit avec le charbon, toute la verdisation de l'économie, cette transition énergétique qui amène finalement des capacités un petit peu plus contraintes sur les énergies fossiles, et donc ça renchérit finalement le prix du pétrole notamment. Donc est-ce qu'on va vers ce super cycle des matières premières ? Et la troisième question liée à l'inflation, c'est va-t-on avoir une divergence des banques centrales ? On l'a vu l'année dernière avec les banques émergentes, les banques centrales des pays émergents, qui ont remonté assez tôt parce qu'elles avaient une inflation forte, elles devaient adresser ce problème-là. Et cette année, on a une banque centrale américaine qui va agir beaucoup plus tôt que la banque centrale européenne. Donc on a quand même encore cette marque pas d'un découplage, mais en tout cas, il y a une dispersion dans la fonction de réaction finalement des banques centrales. Ouais. Est-ce que, on en discutait avec Samy Char juste avant, est-ce que vous y voyez aussi un peu plus clair sur la manière dont la Fed va traiter cette question de l'inflation en termes de hausse de taux, de resserrement de sa politique monétaire ? Voilà, je ne refais pas l'histoire, mais sachant, voilà, on a cette dispersion incroyable, on a encore une fois, qu'on ait pu parler de 50 points de base de hausse de taux pour entamer un cycle de hausse de taux du côté de la Fed, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Rien que le fait d'avoir eu cette conversation montre bien quand même qu'il y a une crispation, une dispersion très forte au sein du marché sur cette question. Complètement. En fait, c'est une année qui va être extrêmement importante parce qu'en fait, elle est différente des années 2017-2018 où, en fait, on avait mis 2 ans entre la première hausse de taux, décembre 2015, et le début du quantitative tightening, c'est-à-dire la normalisation du bilan de la Fédérale Réserve. En l'espace d'1 an cette année, on risque d'avoir, comme le disait tout à l'heure mon confrère Samy, on risque d'avoir entre 4 et 5 hausses de taux, si bien sûr l'inflation ne dérape pas. Et dans la même année, un démarrage du quantitative tightening qui a pour objectif de normaliser de l'ordre de 2 trillions le bilan de la Fédérale Réserve. Pour mémoire, on est à 9 trillions aujourd'hui sur la base monétaire de la Fédérale Réserve. On avait laissé derrière nous plutôt un bilan qui était de l'ordre de 4,5 trillions en 2015. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est la combinaison dans la même année de la partie hausse de taux et quantitative tightening. Alors, si cette normalisation se fait en l'espace de 2 ans ou de 4 ans, c'est pas du tout la même chose, parce que dans le cas d'un temps court de normalisation, vous allez avoir finalement un cap, donc une limite sur les réinvestissements de l'ordre de 100 milliards, et dans l'autre cas, c'est 50 milliards par mois. Donc ce qui veut dire que selon que la Fédérale Réserve fait court ou long en termes de normalisation, il va y avoir un effet, il peut y avoir en tout cas un effet sur les classes d'actifs. Qu'est-ce qui pourrait amener la Fed à modérer peut-être un petit peu la normalisation telle qu'elle est signalée? Le scénario que vous décrivez, c'est le scénario, j'allais dire, le moins agressif, celui qui exclut l'idée d'un dérapage total de l'inflation qui justifierait peut-être des actions beaucoup plus dures de la part de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que ça viendra de l'économie? Est-ce que, je ne sais pas, les à-coups possibles sur la croissance américaine à un moment obligeront la Fed à marquer un peu le pas? Est-ce que ça viendra des marchés, sachant qu'on a commencé par ça? Le mois de janvier a déjà été un mois d'ajustement brutal, avec des baisses de 10-15% sur des indices actions majeurs.
Notre conviction, c'est que le put, c'est-à-dire la protection finalement de la Banque centrale américaine, a baissé. C'est-à-dire qu'il faudra, en tout cas s'il y a un bras de fer marché versus Banque centrale, il ne faut pas attendre une Fédérale Réserve qui commence à capituler dans son programme de normalisation, soit de sa balance sheet, de son bilan, soit au niveau de ses remontées de taux. Il ne faut pas imaginer que 5, 10, 15% peuvent changer son programme en fait. Ce qui peut éventuellement l'amener à réduire un petit peu ses velléités, c'est d'avoir une inflation qui commence à se tasser, en tout cas faire un plateau. C'est plutôt notre sentiment. Ouais. On croit vraiment qu'il y a, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, un scénario assez crédible pour dire qu'on va avoir, non pas un dérapage, mais plutôt une inflation qui va s'assagir, mais plutôt naturellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas revenir rapidement sur les niveaux qu'on avait laissés en termes d'inflation avant le Covid, parce qu'il y a des phénomènes structurels, notamment la guerre, en tout cas la guerre commerciale, c'est plutôt les tensions sino-américaines qui laissent des traces au niveau justement du protectionnisme. Et donc ça c'est un effet qui va amener peut-être une relocalisation de plus en plus forte. Ça, c'est structurel. Et puis il y a la transition énergétique qui fait que les prix des matières premières ne peuvent pas rebaisser fortement. Ouais. On peut imaginer que le sentiment de marché va être très changeant par rapport à la situation économique qu'on peut décrire, qui reste effectivement incertaine. On voit bien les phénomènes de rotation, de mini-rotation, de micro-rotation très très rapides avec des écarts très très importants. En termes d'allocation, justement, là... comment on construit une allocation résiliente, tout terrain, qui permette justement d'affronter cette période de volatilité, d'incertitude économique? Alors, pour finalement intégrer ce scénario de remontée de taux et de normalisation, en vue de l'allocataire, il nous semble que c'est beaucoup plus facile de maîtriser les effets de remontée de taux sur les classes d'actifs que les effets d'une normalisation du bilan. On l'a vu dans le passé, dès que la Banque centrale commence à toucher à son bilan, la volatilité est beaucoup plus forte. Ce qui veut dire que dans le scénario temporel sur l'année, on n'est pas inquiet immédiatement et sur les grandes classes d'actifs, notamment les classes d'actifs risqués. On pense qu'il faut plutôt être constructif et rester investi sur les marchés actions, continuer à capter des primes de risque sur les marchés du crédit, en tout cas jusqu'au printemps. Parce qu'effectivement, on est dans une phase où on a une bonne maîtrise des effets potentiels de ces hausses de taux sur ces classes d'actifs. Néanmoins, plus on va avancer dans l'année, plus cette question des effets de cette normalisation du bilan sur la volatilité des classes d'actifs, cette question va vraiment se poser. Et donc, c'est là où il va falloir trouver un peu plus de résilience dans la construction de portefeuille. Et donc, même si on reste quand même plutôt constructif parce qu'il y a quand même de la prime de risque sur les marchés actions, néanmoins, il faudra bien choisir géographiquement ces zones. Et donc, la Chine, on en a parlé, Grégoire, il y a quelques mois. À l'époque, nous étions plutôt neutres sur la Chine. Tactiquement, aujourd'hui, depuis le début de l'année, on est passé positif sur la Chine parce qu'effectivement, c'est une zone qui, dans un environnement de hausse de taux réel, c'est la Chine, normalement, qui, dans le passé, en tout cas, s'est plutôt très bien comportée. Et puis là, on a quand même des mesures d'assouplissement et, en plus, finalement, un peu plus de visibilité sur le plan de relance. La Chine qui entre depuis hier dans l'année du tigre. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Mickaël Nizar qui était avec nous en plateau pour cette discussion de marché, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management.